Le mécanisme d'allègement explicité dans le texte du PLF répond en tout point aux engagements du candidat Macron ainsi qu'aux présentations faites lors de la conférence nationale des territoires de juillet. En conséquence, le mécanisme du nouveau dégrèvement de TH est tel qu'il se déduisait des précisions apportées lors des engagements qui avaient été pris. Le texte du projet de loi confirme donc les caractéristiques de l'allègement clairement énoncées avant et après les élections. Premièrement, la mesure d'allègement d'impôts sera neutre pour le budget des collectivités locales. Deuxièmement, cette mesure passera par un dégrèvement montant en puissance sur 3 ans et non par une exonération qui serait suivie d'une compensation plus ou moins indexée. Troisièmement, il n'y a pas de perte d'autonomie financière ou fiscale. La collectivité locale ne perd rien du supplément de ressources fiscales qu'elle tirerait d'une élévation du taux d'imposition, supplément que nous appellerons l'effet taux. À pression fiscale constante, l'État se substituera au contribuable local en payant sa taxe d'habitation à sa place. C'est ce qu'on appelle un dégrèvement. Cette contribution fiscale étatique sera égale au titre du local d'habitation concerné au produit de la valeur locative nette de l'année en cours par le taux d'imposition voté en 2017 par la collectivité locale. Et le contribuable local paiera, en cas d'augmentation de la pression fiscale, une contribution marginale, laquelle sera égale au produit de sa valeur locative nette de l'année en cours par la différence de taux d'imposition entre celui de l'année en cours et celui de 2017. Si le taux n'augmente pas et que le contribuable reste éligible à la mesure de dégrèvement, il ne paye rien. Première chose, le contribuable local bénéficiant du dégrèvement continue à supporter l'effet de la hausse de la pression fiscale locale. Il n'y a donc aucun report d'impôt local sur les contribuables non éligibles à la mesure du nouveau dégrèvement et aucune perte d'autonomie fiscale. Deuxième chose, le produit fiscal perçu par la collectivité locale s'obtient toujours en multipliant la valeur locative nette de l'année en cours par le taux d'imposition voté cette année-là. Troisième chose, on ne peut pas vraiment parler de suppression de la taxe d'habitation pour les contribuables concernés. C'est une expression initiale malheureuse. En effet, subsistent tous les éléments de calcul de la taxe d'habitation d'un contribuable éligible au nouveau dégrèvement, de telle sorte que l'État puisse payer à sa place son impôt local. Prenons un contribuable qui, en 2017, ne bénéficiait pas d'un dégrèvement de taxe d'habitation, aucune exemption ne lui était accordée, et qui payait 1 000 € de taxe d'habitation, somme que recevait sa collectivité locale. Que se passe-t-il en 2020 selon une première hypothèse? Une première hypothèse, c'est que le taux de taxe d'habitation n'augmente pas, il est stable. Il n'y a donc pas d'effet taux, l'effet taux étant le supplément de ressources que reçoit une collectivité locale du fait de l'augmentation de son taux d'imposition. Et dans cette hypothèse, il n'y a pas non plus d'effet base, c'est-à-dire de supplément de produit lié à une augmentation de la valeur locative. Ce contribuable, s'il n'est pas exempté, et qu'il n'a pas de dégrèvement de taxe d'habitation, qu'est-ce qu'il paye en 2020 à base d'imposition constante? Il paye la même somme qu'en 2017, puisqu'il n'y a pas d'augmentation de la pression fiscale. Il paye 1 000. La collectivité reçoit 1 000. Si ce contribuable est exempté, qui bénéficie du dégrèvement nouveau, c'est l'État qui va se substituer à lui pour le paiement de sa taxe d'habitation à hauteur de 1 000. Et la collectivité reçoit 1 000. Alors faisons à présent une deuxième hypothèse, avec augmentation du taux de la taxe d'habitation de 10%, alors que la valeur locative reste constante. En 2020, que se passe-t-il pour le contribuable ne bénéficiant pas d'exemption? Il paye 1 000 € de tout à l'heure, plus 100 € d'effet taux. La collectivité locale recevant donc 1 100 €, 100 plus 1 000, au titre de ce contribuable.
Si ce contribuable devenait en 2020 donc, bénéficiaire du nouveau dégrèvement, que se passerait-il? L'État paierait, comme tout à l'heure, les 1 000 €. Mais l'effet taux serait pris en charge par le contribuable, pourtant bénéficiaire de la mesure de dégrèvement. Ce qui veut dire que le contribuable a à sa charge donc, le supplément d'impôt à payer au titre de l'augmentation de la pression fiscale. La collectivité locale reçoit 1 100 comme s'il n'y avait pas d'exemption, ce qui signifie qu'il y a neutralité parfaite pour le budget de la collectivité locale. Faisons à présent une troisième et dernière hypothèse. L'augmentation du taux est toujours de 10%, mais est accompagnée d'une augmentation de la base d'imposition, c'est-à-dire de la valeur locative du contribuable, de 20%. Pour un contribuable ne bénéficiant pas du nouveau dégrèvement, c'est-à-dire de l'exemption. Il va payer 1 000 plus 200 € liés à l'effet base, l'augmentation de sa base d'imposition, de 20%. Et puis, n'oublions pas qu'il va payer sur cette nouvelle base d'imposition donc, cet effet taux, c'est-à-dire la conséquence de l'augmentation du taux d'imposition de 10%. 120 €, c'est 10% des 1 200 € à payer hors effet taux. Le produit reçu par la commune, ou la collectivité dans ce cas-là, c'est 1 320 €. Si ce contribuable est exempté, qui bénéficie du nouveau dégrèvement, l'État prend toujours à sa place l'impôt à payer au titre de ce qui était payé en 2017. Mais c'est toujours l'État qui prend en charge cet effet base, dû à l'augmentation de la valeur locative du contribuable à l'horizon 2020. Reste l'effet taux, et cet effet taux, c'est toujours le contribuable qui doit le prendre en charge à hauteur de 120 €. L'avant-dernière phrase de l'exposé des motifs, non prise en compte dans le texte du projet de loi, ouvre la porte à une discussion future en conférence nationale des territoires. Lors de cet échange, seraient étudiées, avec les élus locaux, les façons d'arriver à ce que les dégrèvements soient systématiquement complets. C'est-à-dire que les contribuables n'aient pas à supporter les effets taux consécutifs à une augmentation du taux de TH. Deux voies principales semblent se dessiner. La première passerait par une limitation autoritaire des hausses de taux. Un empêchement d'élever le taux d'imposition locale occasionnerait de facto un dégrèvement complet, caractérisé par une couverture intégrale par l'État de l'impôt du contribuable exempté. Cette solution, allant à l'encontre de l'engagement ferme de ne pas réduire l'autonomie financière des collectivités locales, sa mise en œuvre exigerait que les élus locaux se prononcent, voire signent, en faveur de la suppression de leur pouvoir de taux. Ce qui signifierait que ces élus délieraient le chef de l'État de sa promesse. La seconde voie se traduirait par la suppression du bénéfice que tire une collectivité locale de l'augmentation du taux d'imposition applicable aux valeurs locatives des contribuables exemptés. Le dégrèvement, devenant complet, se décomposerait en deux parts, celle de l'État, égale au produit de la valeur locative nette par le taux de 2017, et la part de la collectivité, un ticket modérateur, égal au produit de la valeur locative nette par la différence entre le taux de l'année en cours et celui de 2017, ce qu'on appelle l'effet taux. Cette solution, là aussi, constituerait un reniement magistral de la promesse que les collectivités ne seraient pas privées de l'effet taux éventuel, ce que dit également le projet de loi de finances. Là aussi, tout devrait dépendre de la position des élus, sauf si l'État s'en passe. La phrase ultime de l'exposé des motifs annonce que la discussion proposée aux élus locaux devra aussi permettre d'étudier une refonte plus globale de la fiscalité locale.
aux élus locaux de se prononcer sur leur opposition ou non à une transformation de la taxe d'habitation en un nouvel impôt, sachant que ce dernier serait susceptible d'affaiblir le rendement fiscal local, en passant par exemple par un taux d'imposition national unique, stable, fixé par l'État. Ce qui contreviendrait, là aussi, aux promesses préélectorales. Quoi qu'il en soit, cette mise en avant d'une volonté de refonte de la fiscalité locale laisse penser que la neutralité financière assurée par le projet de loi de finances est précaire. Et tout ceci met les collectivités en situation d'insécurité financière. L'évocation ultime, en exposé des motifs d'un projet de loi, de possibles ruptures avec le mécanisme que ce projet de loi prévoit. Cela sème une grande confusion. Rien de tel pour conforter les élus dans leur sentiment d'insécurité et de défiance, envers la tenue à terme des engagements, comme envers la pérennité des mesures votées cette année.